Nicolas Vidal. Chers amis, la matinale Tocsin, merci à ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, partagez, likez, commentez, commentez également dans le chat. Et ce matin, on va parler de qui? On va parler de Choupinet Ier, de sa visite au Vatican avec Coco Zelensky et Donald Trump. Voilà. Et pour en parler, qui de mieux que Sylvain Ferreira? Salut Sylvain, comment ça va? Ça va, Nicolas, merci de nous inviter pour cette première fois. Eh ben, bien sûr, eh ben, bienvenue. Ce matin, en plus, c'est une matinale de première sur Tox, hein. Il y a plusieurs mes invités qui viennent pour la première fois et c'est normal aussi, hein. Bien entendu, on essaie d'inviter le maximum de voix pour que vous donniez un spectre beaucoup plus large des analyses des uns et des autres et c'est toujours intéressant. Sinon, on resterait sur LCI et ça serait quand même beaucoup moins marrant. Voilà, donc toi, tu es historien et journaliste, tu collabores à plusieurs revues d'histoire militaire et tu diriges Veille stratégique, donc tu as quand même pas mal de casquettes par rapport à ça. Et je t'ai appelé, Sylvain, ce matin pour nous décrypter, partir du point de départ très simple, Macron au Vatican avec Zelensky d'un côté, Donald Trump de l'autre. Il s'interpose, ou du moins il essaye à un moment donné de s'incruster un peu dans une espèce de conclave géopolitique, hein, c'est un peu ça, c'est l'expression destinée. Et on a quand même l'impression qu'il se fait refouler par Donald Trump. Et ensuite, il y a toute la communication de l'Élysée autour de ça, qui d'ailleurs n'a pas du tout apprécié, hein, que l'idée même que Macron se soit fait rembarrer. Comment tu l'as analysé cette séquence, toi, concrètement? Alors, comme d'habitude, c'est je veux exister, je tape l'incruste alors qu'on m'a rien demandé du tout. Et Ouais. puis, bah, à l'inverse de ce qui se passait quand c'était Joe Biden, qui était complètement dans la lune, qui comprenait peut-être même pas qui venait Oui. lui serrer la main ou lui tirer le bras. On se souvient des scènes au G7 là quand ils étaient en bras de chemise. Là, il est face à Donald Trump, 110 kilos, 1m90, qui a toute sa tête et qui lui dit, écoute bonhomme, tu vas ailleurs. Hein. Les gens du Sun nous ont dit que vraisemblablement, si on lit sur les lèvres, il lui a dit, tu devrais pas être là. Hein. You shouldn't be there. Et en gros, bah, tu vas aller nous faire les cafés, 2 expressos bien serrés, et tu vas laisser les grandes personnes s'entretenir entre elles sur la situation effectivement très importante et très grave autour de la guerre en Ukraine. Mais toi, on t'a rien demandé. Alors, je ne sais pas ce que Macron avait réussi à obtenir de la part des gens de la curie romaine, puisqu'on les voyait installer une troisième chaise à un moment. Peut-être avait-il des entrées ou des complices dans cette affaire qui étaient prêts à l'aider. Oui. Mais voilà, il a été conduit. On a vu en plus une photo absolument absurde ensuite où il est pris de dos, la main encore collée sur l'épaule de Zelensky. Et où, quand on regarde la photo, on se dit, mais attendez, il y a un petit souci. C'est que par rapport à la taille de Trump et la taille de Macron, même avec une mise en perspective hasardeuse, il est plus grand que Donald Trump qui lui fait face. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, malheureusement, encore une fois, parce que c'est la crédibilité de notre pays, je rappelle que bon, Emmanuel Macron est là-bas en tant que chef d'État, enfin était là-bas en tant que chef d'État, aux funérailles de François en tant que chef d'État et pas simplement en tant que chef de l'Église catholique, mais qu'il est quand même le chanoine de Latran. C'est un titre honorifique, mais donc il pourrait peut-être avoir un comportement, il pourrait peut-être rentrer dans les habits du président de la République et de cette fonction honorifique auprès du Vatican. Quand on revoit les images de la visite du général de Gaulle à l'époque en grand uniforme de la Légion d'honneur, etc. On se dit, voilà, en 60 ans, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et on voit bien que au niveau international, il ne pèse rien parce que il était conduit comme un loufia et puis que les grandes personnes vont bien rester entre elles avec, si on reste dans le symbolique, quelque chose. Moi, je suis devenu catholique par adhésion à l'âge adulte. J'ai été très surpris, même si c'est de la com', par la scène finale, c'est-à-dire Zelensky, Donald Trump face à face sur des chaises dans cette grande salle. Moi, ça m'a rappelé des confessions en plein air pendant des pèlerinages, pour ne rien te cacher. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans une relation du confesseur dans la plus grande intimité, puisque la confession, c'est livrer la noirceur de son âme pour essayer de la guérir. On est passé, donc voilà, de cette scène où Macron n'est rien et tente d'exister comme un parasite à une scène qui, même si on a bien compris qu'elle avait été organisée, orchestrée, envoie un message au monde, et en plus de la part de deux personnalités qui ne sont ni l'une ni l'autre catholiques. Mais voilà, c'était quand même
le contraste entre les deux est très fort et en dit beaucoup, malheureusement, sur ce que la France est devenue au niveau international dans ce genre d'événement, où on aurait pu espérer que si Macron n'avait pas eu ce côté agité depuis qu'il est à l'Élysée, il aurait peut-être pu finalement prendre part à cette discussion. Et je dirais même, il aurait dû pouvoir prendre part pour l'intérêt de l'Europe, pour l'intérêt de la France. Mais il s'est tellement discrédité que, on en arrive à des scènes de cette nature. Et puis alors après, pour ceux qui croient au karma, c'est le juste retour des choses de la façon dont il a traité certains chefs d'État africains. Oui. Il est allé réparer la clim, notamment, je ne sais plus à quel, chez nos amis maliens, je crois, ou sénégalais, je ne sais plus. Voilà, des scènes. On n'imagine aucun autre président de la République avant lui faire des trucs de ce genre. Bon, vas-y, Moustapha va réparer la clim. Mais tu te dis, mais où sommes-nous tombés? Ce n'est pas possible. Et donc, avec des comportements pareils, on comprend que quelqu'un comme Donald Trump, qui a la tête sur les épaules, qui n'est pas là à rompre justement dans le paysage des us et coutumes diplomatiques, etc. Enfin, on voit aussi la tenue qu'avait Melania Trump. Je veux dire, la menti, etc. D'ailleurs, je me permets, Sylvain, il faut savoir que la tenue de Bribri Macron a posé un problème, a fait une grosse polémique parce que le Vatican avait très clairement donné un code vestimentaire et Brigitte Macron ne manifestement pas respecté. Et là aussi, il y a eu polémique. Alors, on n'a pas du tout parlé dans les médias ou quelques médias un peu spécialisés dans la mode. Mais j'ai lu un article en disant que Brigitte Macron, sa tenue avait, alors peut-être pas offensé, mais avait concrètement dérangé à un moment donné le protocole vestimentaire pour ses funérailles. Eh oui, on attend à ce que les gens, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur culture ou leur conviction religieuse personnelle, se fondent dans une norme par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Il y avait au moins, j'ai vu au premier plan sur la place Saint-Pierre, il y avait des représentants d'un pays du Golfe, je crois. Bon, ils étaient habillés en tenue traditionnelle de bédouin, mais avec l'autoritas qui va avec. Ils n'étaient pas avec un kéfier autour du cou. Donc là, on se dit pourquoi nous, on est obligés, encore une fois, de se démarquer de cette manière qui n'est que vulgaire, il faut appeler les choses par leur nom, c'est de la vulgarité gratuite et ça montre à quel point finalement on se moque de tout ça, du protocole. On ne va pas revenir sur tout ce que Brigitte Macron a fait de mal au Palais de l'Élysée en termes de décoration, en termes d'autoritas, encore une fois, pour essayer de diminuer ce que représente le Palais de l'Élysée dans l'inconscient collectif des Français. Voilà, donc tout ça, finalement, malheureusement, est très homogène. C'est très construit dans la destruction. Oui, Brigitte Macron, elle s'est crue dans son Airbnb à l'Élysée, manifestement, et elle a refait la déco avec des choses quand même qui sont que d'un mauvais goût, assez patents, me semble-t-il. Du moins, c'est comme mon avis esthétique, même si je suis pas une sommité dans ce domaine-là, mais je vais revenir. On a quand même une réaction rageuse de l'Élysée sur Twitter, notamment. Ils se sont attaqués à notre confrère Vincent Hervouette de CNews, notamment, qui avait expliqué ce que tu dis là, notamment Le Sen qui embauche une des meilleures spécialistes qui lit sur les lèvres et qui dit clairement ce que dit Donald Trump, pas Macron parce qu'il est de dos, mais Donald Trump. Et là, on a l'Élysée, il est vraiment un tweet rageur et qui dit notamment que la chaise qui a été posée la troisième, c'était pour traducteur. Manifestement, j'ai pas vu le traducteur après quand Donald s'est retrouvé face à Coco Zodowski. Il était où le traducteur? Parce que l'Élysée dit que c'était pour le traducteur, mais manifestement, lui aussi, il a été rembarré par Donald Trump, le traducteur. Alors, il a rembarré tout le monde, Donald Trump, en fait. C'est ça. Non, mais on sait très bien que même si Zelensky n'est pas avec un niveau, il n'a pas le certificate of Cambridge, il parle suffisamment anglais pour comprendre ce que Trump a à lui dire. Et puis voilà, donc il n'y avait pas besoin de traducteur. Et je pense, puisqu'on nous parle aussi de ça, faudrait que l'Élysée soit cohérent. On nous dit aussi que l'Élysée fait tout un tas de jeux d'influence en ce moment pour l'élection du prochain pape. Ça veut donc dire qu'il y a des relais de cette influence au sein de la curie romaine. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a des complices à cette histoire de chaise. Il ne faut pas se foutre de nous comme ça. C'est encore de la mauvaise contre-communication parce qu'on s'empierge de plus en plus par effet boule de neige. Ouais, donc après on va parler du conflit, il nous reste encore 10 grosses minutes. Merci Sylvain Ferreira d'être là pour ta première sur Tocsin. Je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Sylvain Ferreira, il est historien, journaliste, il collabore à plusieurs revues d'histoire militaire et il dirige
veille stratégique. N'hésitez pas à aller voir tout ça après l'émission, bien entendu. Ça vous permet d'ouvrir des portes et de faire entrer un grand bol d'air frais sur tous ces sujets. Et ça fait du bien d'avoir plusieurs sources de manière à pouvoir mieux comprendre tous ces sujets-là. Je voulais qu'on en parle, bien sûr, on parlera de l'Ukraine, mais l'Élysée, effectivement, tu le disais, hein, c'est terrible parce qu'il y a aussi cette histoire d'ingérence, ou du moins que Macron est en train d'essayer de faire pression pour avoir peut-être un pape français, manifestement, mais on se rend compte qu'on est tombé bien bas en termes de diplomatie, finalement. Toi, cette séquence, si on devait la résumer avant de passer vraiment au conflit, c'est une nouvelle fois le meilleur symptôme ou la meilleure caractéristique, la meilleure incarnation de l'effondrement de notre diplomatie, qui d'ailleurs a été largement entamé par Emmanuel Macron. On rappelle qu'il a supprimé le corps diplomatique et qu'au Quai d'Orsay, il n'y a plus grand monde d'ailleurs. Alors, je ne vais pas faire du Philippe de Villiers, mais je pense que quand il dit imaginez que c'est Barrot qui s'assoit dans le siège de Vergennes, bon, oui, tout est dit dans cette phrase. C'est-à-dire que, et puis, on va même revenir. Je me souviens quand j'étais jeune de certains ministres des Affaires étrangères, et on n'a pas oublié, bien sûr, pour notre génération, Philippe de Villepin. Il y avait une prestance, il y avait une représentation de la France qui était même au-dessus des partis. Enfin, quand on voit quelqu'un comme Védrine, même s'il a été ministre sous Mitterrand, on voyait bien qu'il était vraiment au service d'abord de la France, de son image, de la diplomatie. Alors que là, on voit que finalement, on veut se débarrasser de la France. Hein, c'est ça l'objectif. Donc, on va tout casser, y compris là cette histoire diplomatique. On voit là, on a passé le 30 avril. Le 30 avril, ça marque la fin de la guerre américaine au Vietnam, hein, le 50e anniversaire. Aujourd'hui, le taux de locuteurs francophones au Vietnam s'est effondré par rapport à l'anglais, qui est la langue de l'Amérique contre laquelle les Vietnamiens ont fait une guerre terrifiante. Et tout ça, c'est parce que Emmanuel Macron, comme certains de ses prédécesseurs, ont fragilisé, mais lui dans des proportions inouïes, notre aura. La francophonie, c'est un outil de notre diplomatie. On le voit là encore avec ce qui s'est passé entre Américains d'un côté, au milieu, et puis Rwandais et Congolais la semaine dernière à Washington, qui est en train de rétablir une situation apaisée dans cette région du monde. C'est pas la France, alors que pourtant, le Congo, le Rwanda, c'est notre héritage, et on devrait être les premiers, on aurait dû être les premiers à travailler à un règlement pacifique de ce conflit qui n'a que trop duré. Et là, non, c'est Marco Rubio qui a amené les ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui leur a dicté la loi en disant maintenant vous arrêtez, le M23 retourne sur ses bases, les Rwandais retournent au Rwanda. Et nous, on est absents parce que justement, on a tout cassé, tout détruit. Et qu'en plus, à la tête de la francophonie, on a laissé une Rwandaise qui, elle, est anglophone et qui veut faire avancer l'agenda anglophone. Enfin, c'est n'importe quoi. Et personne ne pourra me dire que tout ça arrive par hasard. Non, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est quand même un petit peu concerté. Voilà. Donc, à un moment donné, quand tu mets Jean-Noël Barrot, le boy scout de l'Union européenne et de l'administration Obama, manifestement, après, c'est la technique kamikaze de l'effondrement. Hein. C'est évident. Hein. C'est sûr qu'on est passé, on pensait qu'on ne pourrait pas y arriver, mais on a fait pire. C'est-à-dire qu'on a eu Bruno Le Maire qui nous a servi il y a 3 ans, je vais effondrer l'économie russe. Et là, le petit Barrot, lui, nous dit, je vais porter des coups très durs à l'économie des États-Unis d'Amérique. Mais garçon, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu as bien compris la phrase? Répète-la. Toi, tu vas porter, ou l'Union européenne, tu vas porter des coups à l'économie des États-Unis d'Amérique. Mais c'est pas. Enfin, moi, je suis encore plus surpris après l'épisode de Bruno Le Maire. On se disait, bon, là, ils ne recommenceront pas. Ah, si, parce qu'ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement. Ils ont tellement pas ni de culture générale. Enfin, je sais pas, c'est la culture peut-être TikTok, j'en sais rien. Enfin, je ne m'explique pas, parce qu'on peut être bête, on peut tout ça, mais au bout d'un moment, on se dit, bon, ok, il y en a un qui a fait une énorme bourde il y a 3 ans avec les Russes, on va pas recommencer. Ah si, on va recommencer. Et je pense qu'ils recommenceront encore. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'ils recommenceront encore à avoir ce genre de propos complètement débiles. Et que toute la Terre entend. Hein. Je sais pas en même temps, on n'a pas les biscottes les plus craquantes du paquet avec Jean-Noël Barrot, Benjamin Haddad. On a quand même une palanquée d'individus manifestement qui nous font honte. Et puis là-dessus aussi,
et moi, malheureusement, je partage cette analyse-là. Tu parlais de Dominique de Villepin. Bon, il y a toute une série de gens, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, mais qui ont été, ou Hubert Védrine, quand ils prenaient la parole, ils avaient quand même, à un moment donné, tu avais quand même le respect de les entendre, et puis ils avaient une parole qui était au moins structurée, même si le propos n'était pas d'accord avec, minimum. Il y avait une stature tout de même. Là-dessus, est-ce que ça aussi, j'imagine, Sylvain, sur la place, la voix de la France, c'est une voix fluette, hein, c'est une voix fluette qui chuchote à plus personne, même pas aux chiens de Macron, des coups de Macron, Nemo, hein, qui dès qu'il voit Macron le matin, il repart dans sa niche. Est-ce que là aussi, cette guerre en Ukraine, la France est totalement décrédibilisée, totalement, et l'attitude d'Emmanuel Macron depuis le début, manifestement, en plus, nous met dedans en termes de finances, d'aide indirecte, d'aide directe aussi. Il y a un vrai problème, hein, par rapport à ça. Ah oui. Alors autant le fait que les Britanniques, depuis le premier jour, aient pris fait et cause pour l'Ukraine, pour taper du russe, c'est dans leur tradition multiséculaire depuis 1815. Il n'y a pas de surprise. On aurait été surpris du contraire. Mais que nous, Français, avec les liens qu'on a pu tisser avec la Russie, justement d'ailleurs depuis 1815 en miroir de ce que faisaient les Anglais, on aurait pu quand même se dire qu'on allait être beaucoup plus prudent, beaucoup plus mesuré, et qu'on allait éviter de sombrer et puis de se répandre dans des déclarations, au-delà de celles de Bruno Le Maire. Quand on voit qu'on a été jusqu'à dire qu'il fallait interdire des défilés de chats russes en France, qu'il fallait ne plus étudier les grands auteurs russes, ne plus jouer les grands compositeurs russes. Et après, on a eu les flics allemands sur les Champs-Élysées pour les JO quand même, et les flics qataris aussi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on va aller dans ce sens-là pour la Russie, et puis de l'autre côté, on va rien dire. Et puis là, comme je viens de l'évoquer, depuis que le M23 a relancé son offensive en République démocratique du Congo, c'est un bain de sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé en France pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, les massacres reprennent et tout? On n'en a rien à faire. Parce que la vie d'un Ukrainien, mon bon monsieur, par rapport à celle d'un Congolais, vous comprenez, comme nous l'avaient servi les journalistes juste après le début de l'offensive russe en 2022, ces gens-là sont comme nous. Les bombes tombent sur des gens comme nous. Parce qu'avant, quand tu étais à Kaboul, les bombes tombaient sur les Moudjahidines, donc eux, c'est pas des gens comme nous. Enfin, c'était déjà immonde. Et ça montrait bien cet effondrement général qui fait que la France n'est plus rien. Quand on voit les déclarations de Piotr Tolstoï à notre sujet en français, d'ailleurs, il faut le remarquer, on a compris qu'on était passé du rang d'une puissance d'équilibre moyenne, capable d'essayer d'aider à la résolution de conflits, à quelque chose de complètement insignifiant et surtout, une fois encore, de vulgaire. C'est-à-dire que cette vulgarité des propos anti-russes, etc., elle est abjecte. On peut faire un parallèle qui, moi, me semble intéressant, c'est comment Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai aucune espèce d'amitié, avait géré la crise géorgienne en 2008. Il avait tenté d'influencer énormément la résolution diplomatique de ce conflit en évitant d'insulter Vladimir Poutine, en évitant d'insulter le peuple russe, etc. Et je pense qu'il avait participé au règlement diplomatique de cette crise en étant dans une attitude d'autoritas, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on respecte tout le monde, on essaye justement de faire avancer la cause de la paix, alors que là, on a sombré. Le pire, c'est pourtant au début que ça a eu lieu, c'est de révéler les conversations qui ont été enregistrées entre Macron et Poutine, et qu'on a divulgué à la grande presse, et ça fait que les Russes, ils disent, maintenant, je parle plus à ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez? Demain, ça va repasser dans une émission à la télé, alors que c'est des discussions, on le sait bien, qui doivent rester confidentielles jusqu'au bout. Aujourd'hui, les historiens, ils ont peut-être accès, quand on étudie justement le Premier Empire, à ce que disait Talleyrand avec l'empereur. Mais c'est 200 et quelques années plus tard. C'est pas là, 3 jours après, où France Télévisions nous balance le secret des discussions entre Macron et Poutine, où d'ailleurs, il se ridiculise déjà en tutoyant Vladimir Poutine. Enfin, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà.
Oui, c'est de la communication en fait. Concrètement, il y a aucune épaisseur, aucune vision, aucune appréhension des situations, et d'ailleurs aucune objectivité sur nos moyens. J'aimerais qu'on finisse là-dessus aussi. Quand on voit Emmanuel Macron essayer de tirer à U et à Dia, Keir Starmer et les autres pour essayer d'aller mettre des troupes au sol, parce que il continue à avoir cette idée au fond de la tête. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. On se rend compte que ces gens sont complètement inconséquents. C'est même pas l'adolescent, c'est même pas le sale gosse là, hein, c'est vraiment l'inconséquence même. Hein. Ah oui, alors c'est assez particulier parce que moi maintenant j'analyse cette affaire. Au début, oui, avec son histoire, le whisky à la main, les trucs Oui, qui fuient, va oui, falloir que j'envoie des gars là-bas, etc. Bon, mais là, je pense qu'on a franchi un cap depuis que Van der Leyen nous a annoncé son histoire de 800 milliards oui, d'euros pour la défense. C'est-à-dire que l'articulation de cette affaire maintenant, pour moi, est la suivante. Donc, les ministres de la Défense, les grands patrons des différentes armées allemandes, britanniques et françaises sont là pour dire, bon, nous, même 25 000 hommes, à 3, on n'y arrivera pas. Et en plus de ça, il nous faudrait l'aide logistique des États-Unis, et on sait bien que les États-Unis ne nous la donneront pas puisque Donald Trump ne veut pas en entendre parler. Donc, toute cette agitation, maintenant, pour moi, c'est pour justifier de nous faire les poches de notre épargne. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, regardez, on a voulu aider l'Ukraine, on a voulu créer une force d'interposition, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que ça fait 30 ans qu'on est sur les fameux dividendes de la victoire de la guerre oui, froide. Et oui, donc, chers amis, chers compatriotes, pour qu'on ne se retrouve plus dans cette situation demain, puisqu'on nous vend simultanément que les Russes veulent être de nouveau à Berlin comme le 30 avril eh oui. 1945, eh bien, chers amis, mettez votre argent dans ce fameux emprunt là qu'ils veulent nous imposer, Oui, pour lequel il n'y a aucune garantie, enfin que, comme l'a rappelé l'économiste Marc Toiti, tout est flou et donc ce serait un produit financier qui serait proposé dans un cadre, je dirais, traditionnel. Tous les analystes diraient ça pue, n'en prenez pas. Hein, ouais, mais là, on va nous le vendre grâce à cette histoire de dire ah ben vous voyez, on a essayé, mais on n'y est pas arrivé parce qu'on n'avait plus les moyens d'y arriver, parce que ça fait 35 ans que, alors Macron, il nous fera en plus une belle pirouette par rapport à ce qu'il avait fait au général de Villiers quand il est arrivé, qui lui avait alerté sur ces problèmes-là, et il va nous dire, bah voilà, maintenant les gars, sortez votre épargne de vos comptes, mettez-les là-dedans. Alors bien sûr, on sait que ça servira pas à réarmer les pays européens, hein, que ça va oui, surtout servir à vider les épargnes et puis en plus à les transférer pour la dette de nous en particulier, mais d'autres États européens. Et puis, bah voilà, on aura réussi une belle opération qu'on n'avait pas réussi à vendre grâce à l'histoire de la retraite ou à l'histoire du Covid. Là, la guerre, quoi de mieux, hein, les Russes à oui, Berlin, Staline ante portas, oui, ça marche très bien grâce à des chaînes comme LCI. Donc, je pense pour moi que c'est ça aujourd'hui qui est à l'œuvre. Les gars, on voudrait, mais on ne pourra pas, donc donnez-nous votre argent. ouais, c'est absolument dingue ce qui se passe concrètement par rapport à ça. Là-dessus, c'est vraiment pour toi le point central finalement d'aller piquer notre épargne parce que ces gens sont incapables de faire la guerre de toute façon. Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que Ouais. là, de toute Mm, façon, faire la guerre dans quel état? mm, Même si on disait, on se passe de l'aide logistique des mm, États-Unis, on envoie 25 000 hommes. mm. D'accord? Vous avez quoi? En tirant la corde, vous avez 10 jours de munitions pour un combat de haute intensité tel que les Russes, les Ukrainiens le pratiquent aujourd'hui. 10 jours. Vous allez faire quoi avec 10 jours de Ouais, munitions? ouais. Vous ne pourrez rien faire. Et surtout, l'armée russe aujourd'hui a environ entre 670 000, 700 000, hein, ça dépend des analystes, soldats qui sont mobilisés pour le front ukrainien qui Mm. fait 1200 kilomètres. Qu'est-ce Ouais. que vous allez tenir avec 25 000 bonhommes? Alors, Mm. si en plus vous voulez les dispatcher, comme ils nous disent, ah oui, ce serait pour tenir Odessa, ce serait pour tenir Dnipropetrovsk, ce serait pour tenir Kiev, mais si demain les Russes disent tout ça, on n'en veut plus, vous serez Mm. balayés, ça prendra 2 jours. Hein, voilà. Mm. Puis l'historien que je suis rappellera que la dernière fois que la France a envoyé des hommes en Russie en 1919 Ouais, à oui. Odessa, ça Mm. s'est très très mal terminé. Il y a Mm. un homme politique français qui a commencé sa carrière à l'époque en tant que mutin sur Mm. un navire de guerre de la marine française. Il s'appelait André Marty. J'invite nos auditeurs à Ouais. chercher un peu qui était André Marty. Et voilà, ça s'est terminé par une débandade. Donc, Mm. il faut surtout pas aller là-bas. Et je Mm. pense que cette histoire se retournera sur ce scénario de bon, les gars, on a
voulu, on n'a pas pu, donnez-nous l'argent pour qu'on puisse la prochaine fois. Alors que de prochaine fois, il n'y en aura pas, bien évidemment. Ouais, c'est absolument incroyable ce qu'on entend. En tout cas, merci Sylvain d'être venu ce matin sur Toxin pour nous avoir éclairé sur ces sujets-là. Notamment, je rappelle, Sylvain Ferreira, historien, journaliste et collabore à plusieurs revues d'histoire militaire, et tu diriges Veille Stratégique, que je vous invite bien sûr à aller voir après l'émission. Et voilà, allez vous faire votre idée, vos sources, plus elles sont nombreuses, mieux c'est. Merci Sylvain d'être venu ce matin sur Toxin. En tout cas, on se tient au courant et on se revoit vite. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et bon week-end. Merci. 7h30. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.